Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si on me voit, si ça fonctionne. Écoutez, merci beaucoup de venir pour ce premier webinaire en français. C'est un peu une première, donc on est encore un peu hésitant, mais on va devenir de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul dans les vidéos. Vous pouvez voir que Jérôme est avec moi, Jérôme Bréchet, donc, qui était à l'honneur, et Brice Barbier, qui est donc d'IT et qui aujourd'hui va nous montrer un peu des fonctionnalités. Enfin, il a développé en fait une petite application qui est en lien avec notre API. Voilà. Donc, il expliquera aussi ce que c'est qu'un peu cette API. Je me présente aussi rapidement. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Straub. Je suis spécialisé dans les produits Filmlight et dans les workflows. J'ai travaillé pendant pas mal de temps comme DIT, donc j'ai pu utiliser de nombreuses fois Daylight et voilà, c'est ce qui m'a aussi donné envie de partir travailler chez Filmlight parce que je trouve que c'est des outils qui sont vraiment clairement hyper performants. J'ai travaillé aussi comme directeur de post-production et voilà. Donc maintenant, au sein de Filmlight, moi je suis basé à Paris. Donc à Paris, on a un bureau dans les locaux de Harry, où je me trouve en ce moment. Dans ces locaux, on a un Baselight et on a aussi un Daylight et différents panels en fait, qui sont utiles soit pour de l'entraînement ou si jamais voilà, vous avez des projets un peu spécifiques et vous voulez vous entraîner avant d'aller chez le post-producteur, c'est tout à fait l'endroit pour le faire. Comme on est chez Harry, c'est aussi l'occasion de prendre leur caméra, de faire un test avec ces caméras-là et d'avoir du début de la chaîne, du tournage jusqu'à l'étalonnage, voilà, être sûr que ça fonctionne. Dès qu'il y a des nouveaux codecs, des nouvelles choses, voilà. C'est un endroit qui se veut créatif, qui se veut accueillant et voilà, n'hésitez pas à venir, à me contacter et pour qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on va parler principalement de Daylight. On va parler aussi de l'écosystème Filmlight autour de ce Daylight. Je vais de mon côté vous montrer quelques slides un peu pour resituer un petit peu tous nos différents softs et tout ce qu'on propose. Jérôme, lui, va donc rentrer plus dans la pratique. Il va vraiment nous montrer plein d'astuces en fait à l'intérieur du Daylight que je trouve très intéressantes. Et donc Brice, comme je vous l'indiquais un petit peu tout à l'heure, va lui nous parler plus de l'API et plus de comment on peut se connecter à cet écosystème Filmlight. Voilà. Je vais passer sur les slides. Tac. Donc, hop, voilà, c'est ce petit slide que je voulais vous montrer. Donc, je voulais commencer un peu la présentation aussi avec ce slide-là parce que je pense qu'il rassemble un peu les produits principaux qu'on propose. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, on a donc le Prelight qui est situé donc sur la partie plateau. Donc, le Prelight, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui nous permet de faire donc de l'étalonnage on-set. Donc, le gros avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir discuter avec un Daylight, avec un Baselight via des petits fichiers qui s'appellent des BLG. Donc voilà, on n'aura pas le temps de parler plus de ces BLG, mais je vous invite, il y a beaucoup de vidéos à ce propos sur notre site, sur notre chaîne Vimeo ou YouTube, vous trouverez tous les renseignements. Et encore une fois, ce que j'ai oublié de vous mentionner aussi, c'est que vous pouvez poser des questions en fait pendant la présentation. Moi, je reçois ces questions, donc je vais pouvoir y répondre aussi au fur et à mesure. Si j'ai pas le temps d'y répondre, on y répondra plus tard et on gardera quelques minutes à la fin de la présentation pour faire un question-réponse. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, on est aussi là pour y répondre. Donc de l'autre côté, côté post-production, on a donc notre produit le plus connu qui s'appelle le Baselight. Le Baselight, c'est donc un outil d'étalonnage. Et entre les deux, on a le Daylight. Le Daylight, en fait, c'est vraiment le produit qui peut être à la fois sur le plateau comme en post-production. On va rajouter à ça deux nouveaux éléments. Le Baselight Render, qui est donc un logiciel qui va nous permettre de faire du rendu.
et je vais vous en parler un petit peu plus juste après, et le Fluxtor, qui est donc un stockage en fait, voilà, dont je vous parlerai aussi dans les slides, dans les autres slides. Pardon. Donc le Daylight, c'est un logiciel qui est donc dédié pour les dailies. Il est clairement optimisé pour cette opération. Il a une gestion unique des métadonnées, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'aller très vite pour remplir des métadonnées ou pour remplir des métadonnées qui sont assez récurrentes. Il va avoir un système, Jérôme nous le montrera, pour la création des rapports qui est vraiment très simple à utiliser et très performante, et la possibilité d'automatiser en fait des tâches répétitives. Par exemple, si jamais vous avez un espace de couleur pour un type de fichier, vous allez pouvoir automatiser en fait ces fonctions-là et gagner comme ça pas mal de temps. Gros avantage de Daylight, c'est qu'en fait, il a exactement la même technologie que le Baselight. Donc, en tout ce qui est gestion des espaces de couleurs, en fait, ils se partagent exactement la même base de données. Donc, on peut raccorder un Baselight et un Daylight sans aucun problème. Le Daylight, il se présente sous plusieurs formes. Déjà donc dans une partie soft, donc sur macOS. Donc c'est en général comme ça qu'on le trouve aujourd'hui. Dans très peu de temps, et on a déjà commencé à avoir pas mal de tests là-dessus, on va le retrouver sous Linux CentOS 8. Donc ça, en fait, il nous a paru vraiment important de pouvoir offrir la possibilité d'intégrer le Daylight dans une post-production qui avait déjà une infrastructure en Linux. Et clairement, ça permet de faciliter, de stabiliser les échanges de médias avec votre stockage habituel. En fait, ça, c'était vraiment un besoin qui se faisait de plus en plus ressentir. C'est aussi l'occasion d'utiliser des machines que vous voulez optimiser. Par exemple, vous avez déjà des machines qui fonctionnent sous Linux, vous rajoutez le Daylight dedans, du coup, cette machine, elle reprend une fonctionnalité qui peut la remettre un petit peu au goût du jour. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous allez pouvoir faire évoluer vos systèmes aussi en fonction des besoins que vous avez. C'est-à-dire que si vous pouvez très bien commencer avec un Daylight et une machine un peu moins rapide, et plus vous allez recevoir des rushs qui vont être exigeants, plus vous allez pouvoir rajouter des cartes GPU, etc., etc. Donc il y a un côté évolutif en fait qui est clairement là. Enfin, Daylight existe aussi en version hardware, donc il existe sous forme d'un ordinateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment encore une fois quand vous avez besoin vraiment d'une machine rapide. À ce moment-là, en fait, le Daylight est vendu avec le même système hard qu'un Baselight One. Donc, c'est-à-dire en fait, c'est voilà une base de Z8 avec déjà des cartes graphiques à l'intérieur, etc., etc. Donc, si jamais vous voulez aller encore plus vite dans les rendus, en fait, on sort en ce moment une application qui s'appelle donc le Baselight Render. Grâce en fait à cette application, vous allez pouvoir utiliser votre propre ordinateur, encore une fois sous Linux, mettre le logiciel Baselight Render à l'intérieur et avoir une petite ferme de rendu comme ça, très facilement accessible par le Daylight. L'avantage, encore une fois, c'est de se dire, on va garder le Daylight pour faire notre partie dailies, mais tout ce qui va être rendu va être en fait déporté vers le Baselight Render et vers votre machine Linux. Et pour les mêmes raisons que ce que j'évoquais juste avant, c'est une machine, encore une fois, que vous allez pouvoir faire évoluer, qui va pouvoir suivre un peu les différentes évolutions, notamment au niveau des cartes NVIDIA. Ensuite, si jamais vous voulez aller encore plus loin dans la vitesse de rendu, on propose maintenant un système de stockage qui s'appelle le Fluxtor. Donc, le Fluxtor, c'est un stockage de type NAS, mais contrairement à la plupart des NAS, lui, il est vraiment optimisé pour la gestion d'images. En fait, chaque fichier qui est inscrit dans le Fluxtor est écrit de façon continue et non dispersée dans divers endroits du stockage. Par exemple, si vous avez une séquence d'images en EXR,
les fichiers 001, 002, ils vont être déposés dans les disques de façon adjacente. En fait, tout ça pour gagner en fait en vitesse d'accès. C'est vraiment une façon qui a été trouvée par Filmlight pour accélérer les temps d'accès aux médias. Tout simplement parce qu'on connaît exactement les médias qui sont à l'intérieur, contrairement à des NAS qui peuvent servir à plusieurs applications. Enfin, il offre aussi donc un débit constant, c'est-à-dire qu'en fait, la configuration RAID 60 est organisée en utilisant une technologie qui a un nom assez rigolo qui s'appelle CRAB, donc Constant Rate Allocated Blocks. Donc lui, en fait, il optimise l'écriture des blocs en fonction de leur positionnement physique sur le disque. Donc encore une fois, c'est dans le même but final, c'est-à-dire accélérer la vitesse et l'accès aux médias en eux-mêmes. Enfin, avec le Fluxtor, ce qu'on va pouvoir vraiment optimiser, c'est qu'on peut à lui aussi lui intégrer des GPU à l'intérieur et installer Baselight Render. Donc en fait, le Fluxtor devient à ce moment-là non seulement un stockage, mais il devient aussi votre petite ferme de rendu. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Par exemple, je vous montre dans cet exemple-là. Donc ça, c'est un film allemand qui a été tourné en fin d'année c'est une grosse série voilà, pour une production qu'on connaît tous. Donc ils ont tourné avec 4 Alexa 65 et 2 Mini LF. Donc tout ce système était sur le plateau. En fait, eux, ils voulaient vraiment garder la proximité avec le tournage et ils tournaient dans différents endroits, un peu notamment beaucoup dans la campagne. Donc en fait, ce qui a été choisi, c'est de prendre vraiment le Fluxtor comme le cœur, en fait, le noyau de départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le Fluxtor qui va être la partie stockage de toutes ces informations, mais aussi qui va s'occuper de tous les renders. Si je fais le chemin assez simple, donc je récupère les médias de mes caméras, je passe à travers le Vault pour les différentes étapes nécessaires à l'Alexa 65. Ensuite, grâce à un lien 40 Go Ethernet, je vide en fait ces médias directement dans le Fluxtor. Du Fluxtor, je viens avec un Mac Pro, ce qu'on voit sur la gauche, je viens faire en fait avec un Daylight sur un Mac Pro, faire mes dailies. Donc en gros, je vais faire mon étalonnage. Une fois que cet étalonnage est fait, je lance le rendu, non pas dans le Daylight, mais directement dans le Fluxtor, qui lui va faire le rendu. Pour vous donner des temps de rendu, une heure d'Alexa 65, il mettait un quart d'heure à faire les proxys étalonnés. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces rendus, avec un Mac Mini, donc qui lui aussi est connecté sur le Fluxtor, je vais aller relire en fait ces médias pour faire toute la partie contrôle qualité, les rapports, inscrire les métadonnées supplémentaires, etc., etc. De l'autre côté, donc j'ai mis la partie stockage, c'est-à-dire que pour s'assurer qu'on a bien conservé tous ces rushs, on a un autre ordi avec les enregistreurs LTO qui sont sur le côté. Donc voilà, c'est un peu ma présentation, on va dire globale et un peu rapide de tout ce qu'on peut voir. Je vais passer la main maintenant à Jérôme. Donc voilà, je pense que bah voilà. Et merci Mathieu de me recevoir dans ton premier webinaire en français. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Bréchet, je suis étalonneur et DI manager depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai récemment travaillé sur des films comme Papicha ou des séries télé où j'ai fait les rushs de The Eddy de Damien Chazelle, éclairé par Éric Gauthier. Et donc, je vais essayer de vous montrer ce soir ce que j'utilise un peu comme fonction dans le Daylight, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Alors déjà, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le Daylight, c'est que je vais pouvoir utiliser les mêmes outils que dans le Baselight et du coup avoir une vraie continuité de couleurs et utiliser vraiment le même moteur couleur. Donc, mais rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour des raisons de temps qu'on n'a pas forcément trop ce soir, moi j'ai créé des templates de scènes en préparation. Du coup, là j'ai pris une scène qui est vraiment
Filmlight T-Log avec une DRT T-Cam parce que c'est là moi où je me sens le mieux quand je travaille. Donc pour créer ma première journée de rush, en fait, je vais d'abord créer une scène en utilisant ma première scène créée comme un template. Donc par exemple, dans notre cas, on va l'appeler 24 parce qu'on va dire que les rushs sont d'hier, des 1. Et du coup, vous êtes quand même libre de choisir la résolution de votre scène ou la vitesse de votre scène, évidemment. Donc voilà, une fois que ma scène est créée, elle s'ouvre automatiquement dans le daylight et je vais pouvoir du coup maintenant importer mes rushs. Donc mes rushs, je vais aller les chercher tout bêtement là où ils ont été rangés. Donc comme vous pouvez voir, j'ai deux cartes. Alors soit je pourrais importer carte par carte, soit j'ai une option dans le Flux Manage Descend qui va me permettre de scanner tous les sous-dossiers et de m'afficher tous les rushs. Alors vous inquiétez pas, moi j'ai des croix grises parce que je suis sous Catalina et il y a une histoire de permission entre l'OS Mac dernière génération et certains logiciels qui est assez compliqué à gérer. Donc pour importer tous les rushs, le petit raccourci que vous avez, que de tous les sélectionner et faire un import, vous pouvez double-cliquer directement là et il va vous importer tous les rushs. La première question qu'il va vous poser concerne le conteneur. Alors le conteneur, pour banaliser un peu ce que c'est entre guillemets votre dossier route ou dossier racine de votre projet. Donc dans ce cas-là, moi je vais choisir mon dossier du projet ici et changer le conteneur. Donc voilà, maintenant que mes rushs sont totalement importés, vous pouvez voir que moi j'utilise le Color Space Journée, qui pour moi est un outil fabuleux dans le daylight, enfin dans tous les produits Filmlight, qui vous permet de savoir à peu près la chaîne couleur qui se passe plan par plan. Donc sur ce projet, moi je sais que c'est un projet en 2.39, donc je vais pouvoir ajouter mes masques en 2.39. Et du coup, comme je regarde sur un écran de MacBook, je vais pouvoir passer le Color Space en Apple Display. Une fois que j'ai fait ça, si je sais que tout mon projet va être comme ça, je vais pouvoir dire au daylight, à chaque fois que j'ouvre cette scène ou à chaque fois que j'ouvre une scène de ce projet, tu me reprends par défaut ces paramètres. Chose que je vais vous montrer aussi, là pour le webinar, du coup on a transcodé des rushs log-C en QuickTime pour avoir un peu de temps réel. Le truc, c'est que maintenant, le Bedlight voit le color tag Rec 709 et plus log-C. Donc, je vais avoir un moyen de modifier ce color tag d'entrée d'un seul coup sur tous les plans. Donc, pour cela, je vais utiliser un outil qui s'appelle le Media Import Rule. Et dans le Media Import Rule, en fait, je vais pouvoir créer des règles de modification au travers de filtres ou non. Donc là, j'en ai créé un à l'avance qui est le CS tag, donc qui va me permettre de changer mon tag d'entrée. Donc je l'ai appliqué sur un filtre qui s'appliquerait à des QuickTime Movie et dont le nom de cassette ne contiendrait pas les caractères G et O. Donc comme vous pouvez voir, je peux faire un metadata mapping, des paramètres de décodage remappés, notamment sur du RAW, ou alors dans notre cas, ce qui nous intéresse, un séquence override, dans lequel je vais pouvoir lui dire mon input color space, c'est du log-C. Et du coup, j'active ma règle et je vais pouvoir de suite changer l'input d'entrée. Et comme vous pouvez voir, tout a été tagué en log-C. L'avantage de cet outil, c'est qu'il va me permettre de créer plusieurs règles et de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, vous avez tous vu que le nom du strip comporte toujours le chemin quasi complet, ce qui n'est pas forcément très agréable à lire tout le temps. Donc, du coup, vous pouvez faire un name mapping que vous appliquez du coup sans filtre à absolument tous vos clips et dans lequel, en fait, vous allez mapper la metadata de clip vers la metadata de street name. Donc, si j'active ma règle et que je l'applique, de suite, vous pouvez voir que mon nom a changé. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez aussi appliquer une lutte à l'import. Je vous montre ça juste après. Mais par exemple, si on refait un import de nos rushs complets, je peux lui dire ici dans le Active Rule, directement, je peux lui dire tu vas me changer le color tag et tu vas me changer en plus le nom. Donc, une fois que ces règles sont appliquées, vous voyez qu'elles sont actives ici. Et au moment où j'importe et que je reset mon container correctement, du coup, vous pouvez voir que de suite, je suis bien en log-C partout et que mon name a été remappé juste avec le nom du clip. Je vais vous montrer également si je veux importer une lutte. Donc pour ça, j'ai créé une scène
bloc C. Pour les réglages, vous allez pouvoir voir au travers du Color Space journée ce que c'est comme réglage. Donc, Change Container. Voilà. Et là, par exemple, si je voulais appliquer une lutte directement ici ou à l'import, je pourrais aller dans mon média Import Rule et dans les luttes, dire ici, dans ma lutte, bah, tu vas me chercher la lutte de chez Harry, que vous pouvez trouver sur leur site, évidemment. Hop, ici, l'appliquer là. Et là, du coup, il m'applique bien la lutte. Je pourrais ajouter un filtre aussi en disant qu'il m'applique ça que sur les points Harry, donc il serait dans le média type, et on lui dirait, tu me mets ça que sur le Harry. Et dans ce cas-là, il m'appliquerait cette lutte à chaque import si vous l'activez par le Flux Store. Mais revenons sur notre timeline pour le moment. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, bon, évidemment, c'est étalonner vos rushs. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les outils d'étalonnage car c'est totalement les mêmes que ce que vous pouvez trouver dans le baseline. Donc, le base grade, le fin grade, le video grade. Certains opérateurs n'existent pas dans le daylight comme le grid war, mais qui ne sont pas forcément des opérateurs que vous utilisez tous les jours en étalo. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le daylight, c'est la rapidité à laquelle vous allez pouvoir étalonner vos rushs. Par exemple, si ici, j'aurais éclairci, enfin, je fais un petit étalonnage rapide, je vais pouvoir dire les deux plans d'après, c'est exactement les mêmes. Donc, je vais sélectionner mes deux plans, aller sur ce plan-là. Donc, vous avez un outil qui est vachement bien, que moi j'affiche toujours, qui est le Layer View, en fait, qui va vous montrer qu'est-ce qui est lu actuellement et là où est mon carré bleu, mon DBS. Donc là, typiquement, je vais pouvoir aller prendre mon layer 1 directement ici, l'appliquer là, et du coup, il va l'appliquer sur tous les plans. Je pourrais également juste prendre le plan là et l'appliquer directement sur tous ces plans. L'avantage de ça, c'est que je peux aussi, dans le cas où un labo aurait fait les essais sur le baselight et sortirait un look spécifique pour le film, je pourrais récupérer un BLG généré par le labo et l'importer dans ma galerie. Pour ça, en fait, vous allez rouvrir le Flux Manage et vous allez pouvoir aller chercher un BLG ici et le glisser-déposer dans la galerie. Une fois que vous avez fait ça, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'avec le layer View, vous voyez tous les calques qui ont été faits. Dans notre cas, le look est en Layer 2, donc je peux sélectionner tous mes plans, sélectionner mon BLG et appliquer directement le look sur toute ma timeline. Donc voilà ce que je trouve très rapide et vraiment pratique en étalo pour aller vite aussi. Vous pouvez aussi utiliser les CDL, bien évidemment. Donc pour cela, vous allez créer un layer et vous allez remplacer un des opérateurs par un opérateur CDL grade, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, l'opérateur CDL, vous pouvez étalonner en slope, power, offset, comme dans tous les autres logiciels. Mais pour ceux qui seraient plus habitués à d'autres modes d'étalonnage, Filmlight a pensé à remapper le CDL en film grade CDL ou en vidéo grade CDL. Tout dépend comment vous êtes à l'aise ou non pour étalonner en CDL. Si vous devez utiliser le mode CDL sur tout votre film en layer 1, dans Customize, vous pouvez du coup lui dire que c'est ma config par défaut du layer 1, et ce qui va permettre maintenant, quand je crée un layer, de toujours retrouver l'opérateur CDL partout et de ne pas être obligé à chaque fois de changer un opérateur vidéo en CDL. L'autre avantage de cet opérateur aussi, c'est que vous pouvez exporter une CDL par plan ou importer une CDL par plan si ça vient depuis le plateau. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer sur l'autre partie qui est assez intéressante, qui est comment gérer les métadatas, renseigner la date, renseigner les scènes et les tailles. Pour ça, vous avez le ShotView, ici, qui est un outil assez fabuleux, car vous pouvez créer vraiment des tables personnalisées avec des filtres, avec tout ce que vous avez besoin.
Typiquement, moi, j'ai créé pour ce webinaire un tab report avec les infos qui m'intéressent. Si vous voulez créer le vôtre, ben, vous cliquez sur plus, vous pouvez le renommer, choisir exactement ce que vous voulez afficher, pas afficher, créer des colonnes custom, faire des expressions pour remapper des métadatas d'une colonne à l'autre. Et vous pouvez en plus le gérer avec des filtres, un peu comme le média import room. L'exemple des fils, vous l'avez par défaut dans le BaseLight avec le current tape qui match en fait la current tape et qui vous affiche que ça. L'avantage de ces filtres aussi, c'est qu'ils ont un impact sur votre timeline. Par exemple, quand vous êtes sur la timeline, si vous faites CTRL-Tab, vous pouvez afficher votre liste de fils. Donc là, je vois tous mes plans et là, par exemple, je vois que la tape en cours. Pareil, si je vais là, ici, je ne vois que la tape en cours. Donc, ce qui est très pratique pour aller très vite et vérifier pas mal de choses. Autre petit tips que je vous donne tant qu'on est sur la timeline, donc vous avez une barre de lecture ici par plan et vous en avez une en bas. Si vous cliquez là et que vous mettez Show All Shot, du coup, vous avez entre guillemets une timeline de toute votre scène, ce qui peut être très pratique pour aller très vite. Mais revenons sur nos métadatas. Donc, je vais me mettre dans l'onglet Report. Et si je veux changer, enfin, si je veux surtout renseigner la date des rushs, je vais pouvoir tout sélectionner mes rushs. Et du coup, je vais marcher par ce qu'on appelle l'offset all, donc que vous pouvez activer par comme G. Et du coup, vous voyez que tout clignote rouge. Donc, pour la date, que de vous embêter à taper la date. Si vous voulez mettre la date du jour, vous faites juste un point. Et dans ce cas-là, la date du jour apparaît. Mais comme c'est des rushs, en principe, c'est la date de la veille. Donc, si vous faites -1, du coup, il vous affiche la date d'hier. Concernant le format de la date, vous pouvez changer son format dans les Send Settings. Ici, si vous allez dans Général, en fait, vous avez date, présentation, format. Donc là, vous allez pouvoir choisir comment il vous affiche la date et surtout quel séparateur il va utiliser, soit des slash, soit des tirets. Ça, c'est au choix de chaque projet, de chaque demande. Pour enseigner les scènes et les tapes, c'est très simple aussi. Je vais pouvoir choisir ces 3 scènes, par exemple. Alors, les sélections se font comme tout logiciel avec la touche Pomme ou Shift ou CTRL pour la version Linux. Et là, par exemple, on va pouvoir enseigner que c'est la scène 1/1. Et du coup, du fait que j'ai choisi plusieurs scènes, il me demande si ma première take est bien la take 1. Donc, si je renseigne rien, il prend 1. Je pourrais dire que c'est la take 4, 5, il ferait à partir de ce numéro-là. Et surtout, vous allez pouvoir mettre un padding sur vos chiffres. Par exemple, ici, on va mettre 2, ce qui fait qu'il va vous afficher take 01, 02, 03, ce qui va vous permettre sur certaines plateformes de streaming d'avoir vos prises dans l'ordre et de ne pas vous retrouver avec 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je finis de renseigner vite fait toutes les prises en essayant d'aller le plus vite possible. Donc là, pareil, je vais lui dire 2. Hop, je désélectionne. 2 sur 2. Vous pouvez utiliser la touche Tab pour aller d'une colonne à l'autre aussi, pour aller plus vite. 2 sur 3, première, et 2 sur 4, première. Pour cercler les prises, tout bêtement, je vais pouvoir sélectionner les prises cerclées choisies sur le plateau. Et juste ici, je lui dis Yes, et du coup, tout passe en Yes vu que le Offset All est toujours activé. Une fois que vous n'avez plus besoin du Offset All, n'oubliez pas d'appuyer sur Command G, sinon à chaque fois que vous allez sélectionner plusieurs plans, il va vous faire des offsets. Et donc voilà sur la partie, entre guillemets, métadata que vous allez le plus souvent renseigner. La partie après que vous allez souvent avoir à faire est toute la vérif et le contrôle qualité. Donc, ce qui est pratique aussi dans Daylight, c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs workspaces. Donc, typiquement, ici, on va passer sur le player et du coup, vous allez pouvoir retrouver votre shot view ainsi qu'un player. Alors, évidemment, je le précise, si vous aviez une carte AJA, vous pouvez mettre le Daylight sur un moniteur, bien évidemment. Et par exemple, on va se faire une vérif ultra rapide. Ici, on peut dire qu'on met une marque, parce que vous pouvez vous créer des marques dans les catégories avant. Ici, on va dire que c'est un mauvais, que le focus est mauvais. Ici, on peut dire qu'il y a un pixel mort. Sur ce plan-là, on peut dire qu'il y a une perche. Et évidemment, je peux aussi dire à ce moment-là en commentaire
qu'il y a une ombre de perche en plus. Donc voilà, vous allez pouvoir faire une vérif assez précise et compagnie. Pour le moment, la seule chose qui n'est pas faisable, c'est de mettre un range de marques en disant ben, entre ces deux marques, le point est flou, ce genre de choses. Mais je pense que ça arrive dans le futur. L'étape d'après, souvent qu'on va faire, est la synchro son. Donc pour la synchro son, vous avez un workspace de base qui est AudioSync. Donc, vous allez juste avoir besoin en plus de l'outil AudioSync ici. Et du coup, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous dit comment il doit matcher le son, évidemment où se trouve le son, dans quel dossier se trouve le son, de scanner les sous-dossiers, quel est le timecode audio. Et si vous avez un offset connu, par exemple, pour une raison X ou Y, il y a un offset de 2 images sur tout le son, tout le temps, vous pouvez renseigner ici. Est-ce qu'il peut également lire les métadatas de scène, take et date et les remplacer? Mais le problème est que selon comment le son a écrit les scènes et les takes ou la date avec des caractères plus ou moins interdits, peut poser problème. Si vous avez un son témoin, vous pouvez aussi activer le clap detect pour faciliter la synchro, ou alors si vous choisissez votre dossier son avant d'importer des rushs, vous pouvez lui dire de synchroniser au fur et à mesure qu'il importe les images. Donc pour synchroniser, vous allez d'abord choisir vos plans à synchroniser et faire un sync. Donc logiquement, il m'a trouvé mes 9 plans et vous voyez que du coup, j'ai de suite mon waveform qui apparaît. Donc si on va au clap qui est un peu plus loin, en espérant qu'on le voie dans le 239. Voilà, qui est là. Je ne sais pas si vous l'entendez au niveau du retour web. En tout cas, comme vous pouvez le voir, là, c'est plutôt synchronisé. Vous pouvez également faire des offsets de synchro, si jamais ce n'était pas calé. En fait, ici, vous voyez un nombre de 351, donc l'offset de frame 351 frames. Vous pouvez passer également en secondes si ça vous va, mais je pense que frame est plus précis. Et après, avec les flèches ici, vous allez pouvoir décaler. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il décale de 0,25, soit un quart d'image. Si vous voulez bouger d'image en image, il suffit d'aller dans les préférences de Daylight et vous pouvez chercher ici le null size. Et du coup, dans ce paramètre-là, si vous mettez 1 et que vous sauvegardez, du coup, ici, après, il va vous décaler, comme vous pouvez le voir, vraiment d'une image le son. Donc ça, c'est un peu un outil qui marche bien, enfin, qui est très pratique pour sortir les médias en stream. Sachez que quand vous synchronisez au quart d'image et que vous sortez une ALE, la vide restera à l'image quand même. Mais pour le stream, c'est vachement bien d'être synchro au quart d'image près. L'autre chose qu'on va souvent vous demander, ça va être de sortir des rapports. Donc pour sortir les rapports, c'est à partir du shot view ici, où vous allez pouvoir faire un export report. Donc toujours pareil, hein, je me répète un petit peu, mais comme j'ai créé un template, il me propose d'ouvrir en priorité le template, mais on peut en faire ensemble vite fait. Donc ici, vous pouvez créer un nouveau template que vous renommez WebV2 par exemple. Et là, la première question qu'il vous pose, ça va être sur quoi je me base pour remplir les colonnes. Donc nous, on va lui dire report, ce qui permet en fait de retrouver vos colonnes de report directement. Vous voyez, si je passe sur All Shot, c'est d'autres infos. Donc ça, c'est pareil, une fois que vous avez tout réglé, c'est vachement simple et ça va ultra vite. Donc, quel est le format PDF qui va être souvent utilisé? CSV, si jamais vous vouliez alimenter une base de données en interne ou pour des utilisations futures. Quel est le nom que vous donnez à votre rapport? Alors là, vous pouvez voir que j'ai utilisé une expression pourcentage isodate, ce qui va vous permettre de nommer votre rapport par la date du jour à chaque fois que vous faites un export, ce qui évite tous les jours de changer la date ou d'oublier de la changer. Le format de papier, l'orientation, quel titre je veux donner. Donc, par exemple, ici, je veux juste le nom de ma scène. Donc, je vais pouvoir lui donner un pourcentage S pour le nom de scène. Et pareil, plutôt que de taper à la main. Et vous avez plusieurs infos que vous pouvez renseigner, sur lesquelles vous pouvez rajouter aussi d'autres infos. Par exemple, ici, si je rajoute une ligne et que je mette le nom du DP, je vais pouvoir ajouter une expression qui est pourcentage DOP. Et si je veux renseigner ce champ-là, en fait, dans Scene Settings, j'ai un outil Metadata
où je vais pouvoir mettre plein de choses qui vont être potentiellement retrouvables ailleurs dans le projet. Donc, si par exemple, là, je mets Jérôme DP en imaginant que je sois DP, du coup, dans mon rapport, c'est rempli. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fait vos templates à l'avance, tout ça, de projet en projet, vous avez juste à changer un nom et pas vous retaper à chaque fois à tout recréer. Après, sur cette partie, comme vous pouvez, bon, vous avez d'autres options de présentation, évidemment, et comme vous pouvez voir sur cette partie, vous allez me dire, ah oui, mais du coup, on ne voit pas les marques qu'on a fait. Alors, les marques, vous pouvez les rajouter ici et choisir ce que vous voulez rajouter ou non. Et là, d'un coup, vous pouvez voir qu'on se retrouve avec les images qu'on a marquées avec le défaut et en plus des commentaires qu'on a fait. Le shot view va vous permettre également d'exporter les ALE pour la vide. Donc pareil, vous allez remplir toutes les infos. Si vous êtes en CDL, n'oubliez pas de l'activer si vous voulez que ça suive dans le DL. Et vous pouvez aussi récupérer des métadatas de colonnes de certaines tabulations. Une fois que vous avez été tout ça et que tout est parfait, vous pouvez évidemment enregistrer votre réglage pour éviter de le refaire chaque jour. Vous pouvez aussi également, par cet onglet, exporter les BLG jour par jour de tous les plans, ce qui fait qu'à la confo, ils seront récupérables si vous êtes dans un système Filmlight, ce qu'expliquait Mathieu au début avec la communication des BLG au travers de tous les produits Filmlight. Et vous pouvez également exporter des luttes ou des CDL depuis cet onglet. L'autre chose qu'on va vous demander souvent, ça va être d'exporter des styles. Donc, pour exporter des styles, vous pouvez passer sur votre mode timeline, pardon, excusez-moi. Et du coup, vous avez un outil de style export où vous allez pouvoir choisir ce que vous exportez, dans quel format ou dans quel color space et comment il est marqué. Ce qui est pas mal, du coup, c'est que vous pouvez avoir de lui dire je vais exporter les images marquées d'une certaine catégorie et je vais lui dire que j'ai une catégorie styles. Et en fait, si par exemple sur chaque plan, je dis bah là c'est la marque styles, ici c'est la marque styles. En fait, sans chercher vos images, au fur et à mesure que vous allez étalonner et marquer des images comme des styles, il va pouvoir vous les exporter d'un coup, sans aller les rechercher tout ça, sans qu'elles apparaissent non plus dans le rapport si vous ne faites pas apparaître évidemment cette catégorie. Autre chose que je vous montre rapidement au niveau des burnings. Donc ici, vous pouvez afficher les burns. Donc, pour cet exemple, j'ai fait des burns à vide et des burns pour le stream. Alors pour créer vos burns et personnaliser vos burns, ça va se passer dans format. Et en fait, dans le sense format en HD ici dans notre cas, dans les burns, vous allez pouvoir créer votre propre burn personnalisé et les replacer où vous voulez. Par exemple, pour le daily stream, vous voyez que c'est property of scene, tout ça, parce qu'il vient chercher la metadata creator qui est dans scene settings ici. Si par exemple, je mets webinar comme ça, directement, il va changer. Donc, toujours pareil, c'est une ligne à remplir une fois en début de projet et ça marche pour tout le projet. Voilà, maintenant, on va passer à l'autre grosse partie qui est le rendu. Donc, le rendu, vous avez un workspace de rendu directement. Et le rendu, je ne vais pas tout vous détailler, mais là, dans notre cas, on a fait un preset en DNX36 Rec 709. On a mis les burns à vide parce que ça part sur la vide. Vous pouvez faire flasher vos burns en disant bah, il reste 10 images et après ils disparaissent. La lutte, vous pouvez évidemment avoir toutes les options ici et dire que vous ne voulez pas le masque de 39 parce que ça va être recadré derrière. Et après, vous avez le chemin. Donc, le conteneur, du coup, ça vous évite de taper tout le chemin et vous pouvez utiliser toutes les variables que vous voulez. Et il vous met l'exemple du premier fichier ici. J'ai fait pareil en rendu, j'ai préparé un rendu pour Delicious dont vous parlera Brice après. Donc là, la différence, c'est qu'on veut bien le masque de 39 et qu'on veut les burns de stream et qui restent sur tout le plan. Et là, dans notre cas, il s'appelle le nom du clip. Petit truc sur le H264, si vous trouvez que la qualité est un peu basse ou un peu légère, si vous allez dans Edit du codec parameter, dans Quantizer, vous allez pouvoir changer au niveau du nominal Quantizer parameter la qualité. Plus vous allez aller vers 0, et plus le fichier va être non compressé et de très haute qualité, donc très lourd, et plus vous allez aller de l'autre côté, plus il sera de basse qualité et très léger.
La valeur par défaut est de 23. Après plusieurs tests, 18 est un bon compromis qualité et poids. Voilà pour ce que je voulais vous montrer déjà là. Je vais vous montrer aussi autre chose qui peut être utile et pour ça, je vais repasser sur l'autre timeline vite fait. Hop, je vais repasser dans ce workspace. Comme vous pouvez voir, ce plan-là est de la mini LF en anamorphique et du coup, le ratio 2 en fait ne remplit pas mon 2,39. Si vous voulez remapper facilement le 2,39, ça va se passer en fait, ici, vous allez pouvoir faire un convert basic format et je vais créer un nouveau format en l'appelant par exemple LF ANA et que je peux ajouter scène, job, global selon où vous voulez le retrouver plus tard. Et après ici, dans format, je vais choisir mon format et faire dans mon cas un mapping ici en HD comme ceci et lui dire que je veux mapper pas tout, mais le 2,39 en outside. Et de suite, je suis calé au bas sur le 2,39, ce qui peut aller plus vite que de faire des zooms à la main et surtout, vous êtes précis au pixel près. Je vous montre une dernière chose avant de passer la main. Si par exemple, vous recevez du plateau des rushs avec une CDL où tout est rempli, on va par exemple créer une nouvelle timeline, pardon, qu'on va appeler 7 par exemple, ici, pardon, là, et par exemple directement ici, vous avez aussi un EDL import qui va vous permettre d'aller chercher une EDL qui vient du plateau directement, d'aller chercher votre dossier où sont les images, et là, entre guillemets, vous allez pouvoir lui dire d'appliquer les CDL et d'appliquer aussi les métadatas en plus. Alors ici, vous pouvez mettre layer 1 et pas de catégorie, par exemple. Et là, si vous faites un start conforme, pardon, ici, hop, je fais un done. Et vous voyez, alors c'est que j'ai pas le look en plus, donc il faudrait appliquer la lutte. Alors, pardon, j'ai fait une petite erreur, donc je le reprends très vite. Hop, alors, et je sens la pression monter de Brice qui a besoin de la parole aussi. Donc ici, n'oubliez pas, ce qui a été mon erreur, de réactiver les rules. Et du coup, en faisant la confo, vous pouvez, donc par exemple, on avait dit qu'on voulait ici, hop, input color, que c'est du LOC. Voilà. Donc match média, média type, ici, hop, QuickTime Movie. Voilà, et là en faisant tout ça, apply layer 1, yes, et normalement on devrait être bon ce coup-là. Si je fais done, voilà. Et là du coup vous retrouvez bien donc la bonne metadata avec le bon étalo, et on peut voir dans le shot view, si évidemment si j'affiche ce qu'il faut. Alors, donc les scènes et les takes, je ne les vois plus. Shot date, donc on retrouve bien la date comme vous voulez. Et les scènes et les takes, si j'arrive à les voir vite, ici, on y retrouve bien ici scènes et takes qui sont avec les bonnes métadatas. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, que c'est tout pour moi, ce qui était déjà pas mal. Et je pense que je passe la parole à Brice pour sa partie à lui. Oui, Brice, c'est à toi. je suis là. Est-ce que tu m'entends, Jérôme? Ouais, c'est bon, je t'entends. C'est bon, alors tout le monde doit m'entendre. Merci Jérôme pour ta présentation. Merci Mathieu d'organiser et de nous accueillir pour ce webinaire en français à propos des nouvelles fonctionnalités de Daylight. Moi, je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité de l'API. Et avant ça, je vais vous parler d'une petite application qui est un viewer, un player de dailies qui s'appelle Delicious et que nous avons développé entre Before-Post et Noir Lumière et qui permet aux DIT, aux post-producteurs, aux labos de diffuser les dailies
de manière chiffrée et en utilisant les métadonnées. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Je n'ai pas l'impression que vous voyez mon écran. Ah, voilà, ça a l'air bon. C'est donc parti. Je bascule du coup sur le player Delicious. C'est donc en grande partie un player. Vous retrouvez la lecture, la pause par ici. On a ajouté quelques gestuels qu'on retrouve ici sur une application qui est desktop. On la retrouve aussi sur l'application iPad, iOS. On a ajouté une lecture image à image avec le clic à droite. Au centre, quand on clique, nous sommes en lecture. Vous voyez ici un mode plein écran que je peux basculer avec mon trackpad ici, mais en pinchant au milieu de votre écran, vous pourrez rebasculer en mode normal. Une navigation en timeline. On peut naviguer d'un clip à l'autre par ici. Et là où ça devient intéressant, en ce qui concerne Daylight, c'est que nous avons plein de métadonnées. Ici, vous voyez en haut à gauche la playlist dans laquelle nous nous trouvons, qui est la date. Au centre, en haut, le clip name que l'on retrouve dans le burning qu'avait placé Jérôme auparavant. Et en haut à droite, nous avons les informations de mise en scène, la scene, donc la séquence, le shot, le plan, et la prise, qui est la numéro 3 ici. La petite étoile que vous voyez à droite, c'est la prise cerclée. En bas, je vais décaler un petit peu pour que s'affiche correctement le timecode. Sur la gauche, le timecode d'entrée. Sur la droite, le timecode de sortie. Et au milieu, le timecode de lecture. Si par exemple, je joue d'image à image, on voit bien que je décale d'une image le timecode à chaque fois. Toutes ces métadonnées sont celles qui ont été remplies par Jérôme auparavant. Il m'a donné son projet, j'ai changé le conteneur et j'ai récupéré ces métadonnées grâce à l'API. Cette API, elle nous permet du coup de récupérer les informations de mise en scène, la séquence 1 ici, la séquence 2. Et donc, on va pouvoir trier à la fois par séquence ou par jour. Ici, nous avons une seule journée. Les prix se mettent à peu près dans l'ordre. Ici, l'information de prix cerclé qui a été renseignée auparavant par le DAT ou le labo, ou même directement rempli, en tout cas dans les rapports images qui sont présents et remplis par la script sur le plateau. C'est cette information qu'on retrouve ici. Là où ça devient intéressant, c'est que on a des shortlists qui sont accessibles sur le côté et on va pouvoir immédiatement créer des playlists selon les métadonnées. Donc, si on rentre les métadonnées dans Daylight pour les ALE, pourquoi pas les exploiter pour des dailies? Non seulement c'est un gain de temps, mais aussi un gain d'efficacité. On les remplit une fois, elles sont utiles à la fois pour les assistants monteurs et pour le tri et la recherche qu'on peut opérer dans le player de daily. Si par exemple, si on recherche uniquement les séquences 2, je tape scene 2 et je trouve instantanément tous les médias qui contiennent la métadonnée 2 dans la séquence. Donc, si on a les infos, on peut les trier et les chercher. Et c'est grâce aux métadonnées. Donc, ce que fait Delicious, c'est associer les métadonnées aux releases qui ont été sorties par ailleurs. Donc, on a besoin de ces métadonnées. Et ces métadonnées, elles sont transmises par une XML. Cette XML, malheureusement, Daylight ne sort pas d'XML. On l'a vu tout à l'heure. Si on sort ici avec export EDL, l'un des fichiers qui est disponible, il n'y a pas d'XML, donc ni pour Final Cut, ni pour Delicious, évidemment. Là où ça devient intéressant, c'est que tout ça est rendu possible par l'API. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est qu'une API pour ceux qui sont pas familiers du concept. Une API, c'est une Application Programming Interface, donc une interface de programmation d'application. C'est, d'après Wikipédia, et c'est assez juste, un ensemble de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels.
Donc, c'est exactement ce qui se passe avec l'API de Filmlight, qui est disponible à la fois sur Daylight et sur Baselight. C'est que on va pouvoir lancer des fonctions, récupérer des informations, recréer par exemple un projet à partir d'un template préexistant. Et c'est extrêmement facile de trouver les informations dont on a besoin dans la documentation de Filmlight. Donc ici, vous voyez toutes les pages HTML de documentation qui sont fournies par Filmlight et on voit les différents langages pour lesquels a été codé et développé l'application API de Filmlight. Donc, par exemple, en JavaScript, on va trouver toute la documentation sous une forme de page web. C'est assez laborieux si on ne code pas, mais pour un développeur, c'est extrêmement simple de mettre en œuvre ce code. Personnellement, moi, j'ai utilisé Python parce que j'étais plus à l'aise avec. C'est globalement très documenté. On trouve très rapidement ces petits et c'est très facile d'aller chercher, de faire la connexion avec sa propre base de données Filmlight et de venir chercher les informations qui sont utiles. C'est pas une application API REST comme on le trouve assez souvent. Je vous ai mis un exemple ici. On va venir chercher par des protocoles get ou post des informations sur une base de données. Ça, c'est un exemple typique où l'API renvoie en fait des informations sous forme de JSON. L'application, l'API telle qu'elle a été pensée par Filmlight, c'est beaucoup plus un ensemble de requêtes possibles qui vont permettre des automations et d'aller faire des petites requêtes sur les informations qui sont déjà présentes dans la base de données. Ce que j'ai fait moi, c'est un tout petit exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire très rapidement. Et donc, le projet, c'était de Question Delicious qui fonctionne avec un XML, avec une base de données Daylight qui pourrait être remplie par le Data Manager, le DIT, le laboratoire, ou même des informations qui pourraient être remplies a posteriori pendant le DI. La documentation, par ailleurs, tout en bas, je descends, il y a pas mal d'exemples. Donc là, c'est la manière dont Filmlight présente ses fonctions et ses méthodes. Tout en bas de cette page qui est très chargée, je vais descendre par le petit ascenseur, ça sera plus rapide. On a des exemples, par exemple, querying operation status in the queue, donc savoir ce qui est en cours. Ça peut être utile pour, par exemple, développer une application qui rendrait compte de l'état des rendus. Si on a une Daylight et d'autres applications en même temps, plutôt que de rouvrir le Daylight et de naviguer, on peut avoir un petit utilitaire qui montrerait uniquement l'état le statut des rendus, leur état de complétion. Ce que j'ai fait moi, c'est un tout petit logiciel qu'on a appelé Filmlight, Before Post, puisque c'est la société avec laquelle je travaille. Il suffit juste de se connecter à son job Daylight. Donc ici, je vais préparer un petit job qui est en fait celui de Jérôme. En cliquant dessus ici, je fais un clic droit et j'obtiens copie. Et j'ai donc le chemin de la scene. Je viens le coller ici en faisant paste. Et à partir de là, je peux établir une connexion. Là, il retrouve tous les clips qui sont présents dans le projet Daylight qu'a construit Jérôme auparavant. Et à partir de là, j'ai déjà accès à la base de données de Filmlight et j'ai juste à définir une destination pour sortir mon XML. J'ai donc fait un projet Delicious qui s'appelle Webinar Daylight 2 dans lequel il n'y a rien du tout. D'autre part, j'ai sorti tous mes médias dans un petit dossier. Donc, c'est les fichiers H264 dont vous parlez, Jérôme, il y a quelques minutes, qui sont donc étalonnés avec des burnings et qui ont comme file name le clip name original. Grâce à ça, on va pouvoir associer grâce au petit utilitaire, on va pouvoir associer ces médias aux métadonnées qui ont été remplies au préalable dans le projet Daylight. Je vais donc simplement définir la destination, donc c'est sur ce petit SSD là.
le projet ici, la base de données Delicious est inscrite à cet endroit. Je l'ajoute, j'exporte le XML et instantanément, le XML se construit, la base de données Delicious se met à jour et dans notre projet, c'est rempli dans le webinar Daylight 2, tout notre arborescence de clips. Vous voyez qu'ici, c'est trié par carte. Donc, on a les 3 médias de la carte, la journée, les séquences, séquence 1, séquence 2. On voit que les ensembles colorimétriques sont très distincts et que c'est donc bien 2 séquences séparées. Et par caméra, nous n'avions qu'une caméra. Cette caméra, c'est la caméra A. Et donc, tous les médias se trouvent au même endroit. Si j'ai envie de modifier, si j'ai fait une erreur, je peux modifier. Vous avez peut-être vu en haut à droite que les médias sont en cours de synchronisation puisque l'application fonctionne à la fois en local sur un iPad qui serait connecté sur le même réseau local ou en streaming. Et auquel cas, nous avons besoin d'envoyer les médias dans le cloud et ensuite de connecter chacun des terminaux au cloud et à ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'aurai pas le temps d'aller dans le détail des ajouts, des privilèges, etc. Donc, ce projet a été créé. Si je veux le modifier parce que j'ai fait une erreur, par exemple, j'ai ce clip 1 sur 1 première qui est donc non cerclé, je peux très bien revenir dans mon projet Daylight. Ici, Circle Take est enregistré à No sur ce plan. Est-ce bien le bon? Oui. Je sauve pour pouvoir récupérer les métadonnées. Je refresh, je ressors l'XML et la mise à jour a été faite. Donc ici, 1 sur 1 a été cerclé. Si je veux que ce clip s'appelle le numéro 10, je l'appelle 10 ici, je sauve, je retourne dans mon, je rafraîchis, je sors l'XML, la mise à jour est automatique et dans mon Delicious, pardon, la métadonnée de take a été changée pour 10. Il y a aussi toute une excellente gestion des erreurs qui est fournie par l'API. Si par exemple, je me trompe de signe, j'enlève le 1 ici et que je refresh, c'est l'API qui me renvoie cette erreur. Ici, l'application, l'utilitaire ne fait que renvoyer l'erreur fournie par l'API. C'est un exemple. Il y a un autre exemple de petit utilitaire qu'on peut fabriquer. C'est par exemple un petit navigateur. Ici, j'ai fait un navigateur très simple qui permet de retrouver son passe sans rentrer dans l'application et de retrouver quelques informations, notamment les informations qui concernent l'ensemble de la SIM qui a été créée. En faisant open, je récupère les métadonnées, enfin, le chemin, le path qui est nécessaire pour retrouver les métadonnées de la SIM. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Il est possible de votre côté de faire n'importe quel petit utilitaire ou même une application plus complexe. Vous pourriez par exemple récupérer les données et les exporter dans le format que vous voulez. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, une page HTML pour un rapport ou un rapport personnalisé, un PDF qui serait différent de celui des rapports automatiques, des XML ou même du JSON si vous avez besoin de fournir une API différente. C'est l'occasion de fluidifier vos workflows. Voilà, bah, c'était tout pour ma partie. N'hésitez pas à poser vos questions. Je laisse Mathieu reprendre la main et Merci Brice. Bah, du coup, je pense qu'on va tous rester ensemble. On est déjà presque à la fin, donc du coup, les questions vont être assez rapides. Je voulais préciser aussi, parce que j'ai oublié de le dire, et je pense que ça peut être important pour cet aspect API et également pour le Baselight Render et aussi pour le Fluxstore. Vous avez un autre webinaire qui a été fait il y a quelques semaines par Thomas Eberschweller et par Steve Bricknell de Filmlight. Voilà, qui parle beaucoup plus en détail de tout ça. Et il y a aussi d'autres exemples d'API qui ont été faits par Thomas et qui sont aussi particulièrement intéressantes. La semaine dernière, il y a aussi eu une autre vidéo sur le Daylight. Donc, du coup, on a essayé de ne pas recouper les mêmes informations. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous, si vous voulez, d'aller voir cette vidéo qui a été faite par Peter Postma, donc qui, lui, est donc aussi chez Filmlight, mais sur la partie américaine.
Et voilà, je pense que ça peut être très intéressant. J'ai quelques questions peut-être qui reviennent assez souvent, donc peut-être ça peut être intéressant d'y répondre assez rapidement, notamment à propos des Lutari en fait, j'ai cette question qui est mon chef-op est en Alexa avec une lutte ARI, je veux travailler en T-Log, comment je peux faire pour retrouver ce qu'il avait sur le plateau. Donc, je ne sais pas si, Jérôme, j'ai vu que tu avais déjà des scènes Alexa, peut-être que tu peux montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut justement contourner un peu ce problème de Lutrex 709. Oui, est-ce que tu peux juste me redonner Ah la oui, main sur mon écran? alors je crois que c'est euh, tac tac tac. Et Alors je je crois te que c'est montre Brice. ça de suite. Pardon, c'est moi qui dois redonner ma main, c'est ça? Oui. Hop, voilà. Normalement, ça doit être bon. C'est bon. Ok, donc vous m'avez tous retrouvé. Hop. Donc, si on revient sur notre scène de tout à l'heure, donc ici, donc on avait fait en log C. Si maintenant, rapidement, donc je vais faire une nouvelle scène qu'on va appeler Harry T-Log, par exemple, très original. Hop, dans cette scène, je vais importer mon plan Harry, pareil. Hop, donc évidemment, il ne m'a pas gardé mon format, mais c'est pas grave. Change conteneur, ici. Hop. Et que par exemple, alors je vais d'abord créer un look dans mon T-Log. Et du coup, dans les looks, si vous allez dans le look, vous allez retrouver le Harry 2018. Et si je vous mets les deux scènes en comparaison, et je vais vous les remettre au même format pour que ce soit plus simple. Hop. Voilà. Si on regarde les deux scènes, en fait, vos images sont exactement les mêmes entre ça, c'est le T-Log avec le look Harry, et ça, c'est la lutte Harry. Donc, vous avez un léger décalage qui est dû à l'adaptation, mais vous allez retrouver vos petits, et surtout, je pense que vous avez un léger décalage qui est dû un peu à la dynamique et que vous allez évidemment en HDR sera un peu plus grand que là. Mais en tout cas, vous pouvez travailler avec la lutte Harry. Enfin, si votre chef opérateur travaille avec la lutte Harry et que vous voulez travailler en T-Log, à un petit chouille de luminosité près, vous aurez exactement la même image et vous pourrez de toute façon le corriger en étalo et être transparent sur la suite de l'étalonnage si vous êtes en Filmlight, enfin en Baselight, pardon, et que vous voulez continuer comme ça et échanger des BLG facilement. Voilà, est-ce que Merci. ça répond à la question? Merci Jérôme, ouais, je pense que ça répond clairement à la question. On a une autre. Ah oui, non, il y a quelque chose que je voulais enfin, que j'ai trouvé aussi intéressant dans la façon dont vous avez travaillé entre Brice et Jérôme, c'est qu'en fait vous êtes connectés à la même base de données, c'est ça, mais à distance. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment Jérôme quand il modifie ses scènes. En fait, à distance et sur deux réseaux complètement séparés, vous avez une connexion sécurisée entre vos deux machines. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant si jamais on a une post-production d'un côté qui fait des modifications et sur le plateau, on peut très bien du coup récupérer ces modifications très rapidement et très simplement. Voilà. Je sais Bah, je pas, te Brice, est-ce que repasse tu la peux main, montrer Brice. quelque chose? Est-ce que tu peux nous montrer Oui, oui. Alors, je veux bien du coup Voilà. récupérer la oui, il faut que main. tu reprennes la main. Vous voyez? Oui, donc ce que je vous présente ou pas encore? Vas-y, c'est bon, tu présentes. Vous voyez bien mon écran, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Du coup, ici, nous avons ajouté on est connecté avec Jérôme sur ce port, c'est le sien. C'est possible en faisant edit host et en ajoutant l'IP virtuelle qui est celle-ci. Et du coup, il est possible de se connecter à l'API à travers ce chemin-là. Donc là, par exemple, je suis sur l'ordinateur dans la base de données sécurisée de Jérôme de son Daylight. Je vais dans Webinar Dailies et cette scene-là, par exemple. Comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit, je sélectionne.
et je peux, dans la petite app, ici mettre le pass qui contient l'IP de Jérôme, et je peux me connecter. Donc c'est un peu plus long à distance, mais je viens de récupérer tous les clips de Jérôme, et à partir de là, je peux exporter l'XML de mon côté. Donc il n'y a pas besoin d'avoir accès aux médias. Il faut simplement organiser cette connexion sécurisée d'un ordinateur à l'autre. Mathieu, tu voulais peut-être que je montre davantage? Non, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est assez clair. Et oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, donc, t'es en clé 4G, quoi, en fait, quelque part. Et Jérôme, tu es donc sur un réseau interne dans un, Ouais. voilà, quelque part. Donc, c'est Et vraiment du coup, deux réseaux complètement séparés. Vous n'êtes pas du tout en local non. l'un Et avec on l'autre. est connecté vraiment au travers d'une connexion virtuelle qui permet, enfin, qui sécurise totalement les databases et qui permet aucune intrusion pour récupérer un projet. OK. Qui permettrait aussi de faire du système de remote si on était à distance et qu'on voulait faire des talons en remote. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Je pense qu'on va bientôt finir. Du coup, je voulais rappeler aussi pour les personnes qui se trouvent en France ou qui se trouvent à Paris, donc on a toujours ce lieu où on peut vous accueillir. Ce qu'on va faire, c'est que en fait, d'ici quelques jours, vous allez recevoir cette vidéo enregistrée dans laquelle on va rajouter en fait des liens, notamment tous nos contacts, pour que vous puissiez nous contacter facilement. Il y aura aussi les liens des vidéos dont je vous ai parlé avant. Je voulais aussi, toujours pour les gens qui sont en France ou pas très loin, vous parler de formation, parce qu'en fait, on organise depuis quelques années maintenant des formations avec un centre de formation qui s'appelle les Lapins Bleus. Donc, on fait une formation Baselight et on participe à une formation de DIT, donc plus sur la partie Daylight, en fait, voilà, aussi depuis quelques années. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde mes petites notes. Bah oui, je pense que c'est bon. Ouais, je crois que la prochaine formation, Mathieu, est la semaine du 20 juillet. Et la prochaine formation Baselight est effectivement la semaine du 20 juillet. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir. C'était une première pour nous, donc voilà, soyez indulgents. Mais je pense on a pu quand même vous donner quelques astuces et une bonne vision de ce que pouvait être Daylight et l'API et de ce qu'on pouvait en faire en production. Voilà. Écoutez, je vous remercie et à très bientôt et voilà. Au revoir. Salut! Au revoir.